On se barre. On se barre. On se barre. Viens, on se barre. Bonjour. Aujourd'hui, un épisode plus long qu'à l'habitude, mais un épisode essentiel. Il s'agit du témoignage anonyme d'une survivante de violences conjugales. Elle vient de connaître un parcours judiciaire long, douloureux et chaotique. Elle s'est heurtée à la violence des institutions et n'a pas obtenu justice malgré tout. C'est aussi ça, la réalité des survivantes de violences conjugales. Merci à elle d'oser dire tout haut ce que beaucoup vivent encore trop souvent tout bas. Son témoignage dénonce un système trop souvent mal orchestré. Aujourd'hui, malgré tout, elle va vers sa liberté. Son courage inspire. Voici son histoire. Moi, j'ai eu une relation avec mon ex-conjoint pendant 4 ans. Moi, j'étais très, très amoureuse de lui. Mais à la fois, j'ai vécu 4 ans de dénigrement, de viol conjugal régulier et par moments de la violence physique. Dans cette relation, la violence, elle est arrivée très rapidement, dès le début en fait. Et ça a vraiment marqué une limite pour moi où je me disais bon ben en fait la violence arrive dès que je dis non, donc ok, j'ai pas la possibilité de dire non, sinon il est violent. Donc j'ai subi ça sans jamais donner de désaccord. Et du coup ça arrivait de moins en moins souvent, en tout cas la violence physique. Et nous on s'engueulait jamais en fait. On n'avait plus de désaccord. Donc ça, c'était pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans de relation, je me réveille un matin sans réussir à me mettre debout. Je pleure toute la journée sans comprendre ce qui m'arrive. Vraiment, je comprenais pas. Ça a duré 3 jours. Et puis au bout de 3 jours, je reprends ma vie. Ça allait mieux. Et 2 semaines plus tard, ça recommence. Je suis incapable de me lever. J'arrive pas du tout à passer le cours de ma journée, à amener ma fille à l'école. Vraiment, je me sentais mal sans comprendre pourquoi. Quelques jours plus tard, on part en vacances et je me sentais toujours très mal, très très fatiguée. Et là, ben, du coup, les vacances se passent très mal. Il est vraiment exécrable avec moi. Il me reproche énormément de choses. Sauf que ben, cette fois, ce qui arrivait pas jusque-là, j'avais vraiment pas les ressources en moi pour gérer cette situation et pour faire comme si j'étais d'accord. Donc je commence à, à donner des désaccords sur des petites choses, et là ben, il commence à s'énerver très fort. Il me parle plus et il veut me déposer à une gare pour que je m'en aille avec ma fille parce qu'il peut pas supporter ça, quoi. Il peut pas supporter ce qu'il disait, c'était une gonzesse qui fait des crises parce que je disais que j'étais pas d'accord avec des petites choses du quotidien, quoi. Donc là, cette histoire-là se tasse, on rentre chez nous et, euh, et il me force à avoir des pratiques sexuelles que je refuse. Donc il utilise la force physique pour me contraindre en me tenant les jambes alors que moi je suis en pleurs. Il n'arrive pas à ses fins parce que je me débat. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il se passe quelque chose pour moi, une prise de conscience. Et un mois plus tard, je lui annonce que je pense partir quelques jours pour réfléchir. Et, euh, et là, ce soir-là, j'ai compris que bon, bah, si je prenais cette décision, j'étais réellement en danger et qu'il ne me laisserait pas partir, quoi. Il a cassé des trucs chez nous et j'ai dû m'échapper dans la nuit parce que j'ai eu peur pour ma vie, j'ai eu peur qu'il me tue. Donc c'est le soir où moi je suis partie. Donc là, les 2 ans qui ont suivi, bah, j'ai subi beaucoup de harcèlement téléphonique, par mail, par lettre, des menaces de suicide. J'ai dû déménager 3 fois, pendant 3 fois en 2 ans. Et c'était autour de 2021.
J'ai trouvé un logement qu'il ne connaissait pas, il n'avait pas l'adresse. Donc j'ai commencé à vivre un peu plus de sérénité. Donc ça, c'était autour du mois d'avril, avril 2021. Et début juillet 2021, je sors de chez moi et je trouve sur ma boîte aux lettres une paire de jumelles et une lettre qu'il avait adressée à ma fille. Donc là, je comprends qu'il a retrouvé l'adresse et que c'est reparti, quoi. Et donc je m'enferme dans la maison avec ma fille. Je contacte 2 amis qui avaient suivi toute l'histoire et je décide de déposer plainte. T'avais pas déposé plainte avant? Jusque-là, non, j'avais pas déposé plainte. C'est votre enfant à tous les deux? Non, non, c'est ma fille. Moi, j'étais vraiment pas apte à faire des démarches, donc j'ai une amie qui contacte la gendarmerie du village le plus proche pour savoir si une gendarme peut venir constater les faits. Elle leur explique ce qui se passe et le gendarme nous dit qu'il ne se déplace pas pour ça et qu'on peut toujours venir déposer plainte, mais que ça n'a rien de pénal. Donc ça, c'est ce qu'il nous dit dès le premier contact. Donc on contacte une asso spécialisée, on n'a pas eu de réponse. On contacte France Victimes. Donc là, on nous dit qu'on peut nous accompagner au dépôt de plainte, mais qu'il faut aller dans une gendarmerie en particulier, mais qui est dans un autre département. Donc on y va. À l'accueil, on me donne un formulaire à remplir, donc qui concerne les violences sexuelles et physiques, avec vraiment des questions. Je me souviens que ça m'avait marqué parce que c'était des questions qui étaient. Je cochais presque aucune case, quoi. Est-ce que monsieur vous menace avec une arme? Un peu loin de la réalité, en fait, qui est beaucoup Loin plus de la subtile. réalité, ouais. C'est ça. Donc là, moi, je me dis, ben non, en fait, je comprends pas, je peux pas déposer plainte pour des violences alors qu'il me menace pas avec une arme, par exemple. Donc là, on a quand même demandé si ça posait problème que ce soit pas dans le département initial. Donc on nous dit que non, il y a pas de souci à ce niveau-là. Donc une fois que je suis dans le bureau avec le brigadier pour déposer plainte, donc je lui explique ce qui vient de se passer, que mon ex-conjoint venait de retrouver le domicile, etc. Et que j'imagine qu'il a dû me suivre pour trouver mon adresse, puisque moi j'avais déménagé plusieurs fois. Je lui dis vraiment que j'étais terrorisée, je pleurais beaucoup. Et le brigadier me demande ce que je fais comme travail. Donc je lui dis que je suis psychologue. Et puis là, il me dit, ben, c'est peut-être à vous d'aller voir un psy, madame, parce que là, faudrait vraiment mieux préparer vos entretiens. Vous êtes vraiment trop émotive. Donc bon, ça marque déjà un peu le truc. J'essaie de me reprendre enfin, je comprenais pas bien le sens de sa phrase, mais bon, je continue. Puis il me dit ensuite que ça vaut pas vraiment une plainte, ce que je suis en train de lui dire. Il me demande si j'ai vécu des violences physiques. Donc je lui dis que oui, à mon sens oui, mais je lui explique du coup que ben, certaines violences, donc je lui dis par exemple il me coinçait le bras serré dans le dos donc il tenait mon dos avec son genou en me disant ben tu vas la fermer ta gueule maintenant, des choses comme ça. Je lui dis que j'avais quand ça s'est arrivé, j'ai eu peur pour ma fille puisqu'elle était à l'étage. Donc là, le brigadier rigole en me disant bah, c'est juste une clé de bras, ça fait pas de mal. Puis ça, c'est pas taper, quoi. C'est pas ça des violences physiques. Et par rapport à ma fille, il me dit mais votre fille, il l'a pas tapé. Il l'a pas tapé. Donc moi, je l'ai pris comme ben, c'est pas de un, c'est pas des violences et votre fille était pas en danger. Donc l'entretien était assez compliqué. Et puis j'ai commencé à lui raconter quand j'ai dû m'échapper de la maison en pleine nuit. Donc le brigadier m'a dit mais je comprends pas en quoi cette histoire, l'histoire que vous me racontez, ça change d'une dispute du samedi soir. D'accord. Bon, j'ai pas pu lui dire que moi j'avais eu peur de mourir et que c'était extrêmement violent ce qui venait de se passer.
il n'y avait pas la place pour que je lui en parle. Mmh. Ce qui concerne le dépôt des jumelles sur la boîte aux lettres, moi je lui disais que c'était quand même très symbolique pour moi, des jumelles sur une boîte aux lettres alors que ça fait des mois qu'il ne connaît pas l'adresse et que je sens quand même la tension monter sur le fait qu'il pose des questions sur qui est chez moi, est-ce que j'ai quelqu'un dans ma vie, est-ce que... enfin, sans arrêt, des mails, des messages, etc. Le brigadier me dit, bah, en même temps, demain c'est votre anniversaire, il a sûrement voulu vous faire un cadeau. Donc c'est plutôt sympa de déposer une lettre qui contenait pas de menace, hein, il n'y avait pas de menace. Donc pour lui, c'était, il n'y avait rien de symbolique et rien de menaçant dans ce geste-là, quoi. Ouais, aucune reconnaissance des violences psychologiques. Non, pas du tout, Mmh. pas du tout. Mmh. Et même du harcèlement, puisque Complètement. les jumelles, c'est pas rien, quoi, Oui, complètement. pour moi. Mmh. Donc quand je lui ai donné le nom de famille de mon ex-conjoint, le brigadier a rigolé en me disant: «Oh mais vous êtes bretonne, mais lui aussi, mais vous avez vachement de points en commun». C'était des petites phrases tout au long de l'entretien comme ça, puis là je lui ai dit quand même, ben, mon ex-conjoint a retrouvé mon adresse, alors que je lui ai pas donné. Donc il m'a dit: «Ben, en même temps, il travaillait dans une concession automobile, donc c'est forcément par le biais de votre carte grise». Ce qui est pas légal, hein. On n'a pas le droit de, même quand on travaille dans une concession, d'aller chercher, l'adresse. Ouais, complètement. Donc je lui ai expliqué que non, non, moi je connaissais la situation de harcèlement et j'avais pas changé mon adresse, sur la carte grise exprès parce que j'avais peur qu'il la retrouve. Donc là, le brigadier a vraiment changé de comportement, mais en une demi-seconde, c'était plus moi la victime, quoi. Il m'a dit que, ben, qu'en fait, c'était moi qui étais en dehors de la légalité et que l'adresse, sur la carte grise, c'est obligatoire de la changer et que je repartirais avec une amende parce que là, c'était pas, enfin, il était en train d'observer une infraction. D'accord. Donc moi, j'ai passé l'entretien, en fait, l'entretien a duré vraiment longtemps. Je l'ai pas, je me rappelle pas de l'heure, Mmh. mais ça a dû durer 1 heure et demie. Donc j'ai passé l'heure et demie à me dire, ok, je vais repartir avec une amende, c'est sûr, je repars avec une amende. Bon, il m'en a pas mis, hein, mais le brigadier savait tellement pas quoi faire de cette affaire, puisque pour lui, il n'y avait pas besoin de déposer plainte. Donc il a contacté un collègue à lui pour lui demander. Et en lui disant que selon lui, il n'y avait pas de raison de déposer plainte. Et heureusement, son collègue lui a dit non, non, mais là tu l'envoies, tu lui fais une réquisition et tu l'envoies à la médecine légale. Mmh. Voilà, donc il a raccroché en me disant bon, bah, je vais prendre le harcèlement parce que vous êtes là et que vous vous êtes déplacé, mais le reste, c'est pas la peine. Je prendrai pas pour le reste. Il Mmh. m'a dit aussi bon, si jamais il revient chez vous, vous appelez la police. Mais bon, en même temps, s'il peut vous regarder avec des jumelles, ben il peut, quoi. C'est Oui. c'est peut-être, si vraiment vous êtes en angoisse et que ça vous pourrit la vie, c'est peut-être mieux de déménager. Mmh. Voilà. Oui. Donc là, c'était la fin de l'entretien. Mmh. Donc ma fille et moi, on rentre pas chez nous parce on était hyper, enfin vraiment en angoisse, quoi. Mmh. On rentre pas en attendant qu'il soit convoqué, puisque moi je voulais vraiment qu'il soit convoqué pour un rappel à la loi, quoi, pour qu'on lui dise, ben vous avez pas le droit de faire ça, Mmh. juste. C'est illégal, vous avez pas le droit de faire ça et vous avez pas le droit d'aller à son domicile, comme ça. Mmh. Donc j'appelle la gendarmerie, tous les jours. Je vais à la médecine légale, pour le rendez-vous, de la réquisition. Donc on me dit qu'il faudra, entre 15 jours et 2 mois pour que le document, soit envoyé à la police. Oui. Hem, donc que ce qui est long, en fait, c'est pas la rédaction du document, mais c'est vraiment le transfert de la médecine légale à la gendarmerie. Donc Mmh. moi j'appelle la médecine légale, toutes les semaines pour leur demander quand est-ce que le document soit prêt pour pouvoir, moi, l'amener à la gendarmerie. Donc dès qu'il est prêt, je vais le chercher et je l'emmène. Donc là, on est début août, donc ça fait déjà un mois que ça s'est passé. Et là, j'appelle la gendarmerie régulièrement, après presque tous les jours, pour savoir où ça en est. On me dit que le dossier est parti au tribunal et que j'aurai des nouvelles assez rapidement. Donc, bah, un mois plus tard, pas de nouvelles. Donc, je vais au tribunal pour savoir où ça en est. Et on me dit qu'il n'y a aucun dossier à mon nom. Mmh. On me donne une adresse mail, j'écris à l'adresse mail. On me répond qu'il n'y a aucun dossier à mon nom, de nouveau. Donc, je réécris et je contacte la gendarmerie où j'ai déposé plainte.
plusieurs fois. J'y vais, j'écris. Mmh. On finit, au bout d'encore un mois, par me dire que le dossier est parti dans un autre département. Parce qu'en fait, le tribunal qui s'occupe de l'affaire, c'est le département où se sont passés les faits. Oui, Donc tout à j'aurais fait. dû aller à la gendarmerie, une gendarmerie du département, en fait. Et En fait, non, c'est vrai qu'on peut déposer plainte, faut le rappeler, partout et après ils transfèrent, effectivement c'est ça, dans l'endroit, mais c'est c'est vrai que ça ça, prend plus de temps. c'est ça. C'est, si on veut que une affaire se passe rapidement, de ce que j'en ai déduit en tout cas, il faut déposer enfin, ouais, c'est dans le département où sont passés les faits, Mmh mh. sinon ça prend au moins un mois de plus, quoi. Mmh. Mmh. Bon là, moi la situation, bah, je rentre chez moi, ma fille et moi, ma fille ne dort plus, moi presque plus, ça devient très, très compliqué. Mmh. Vraiment, enfin, on vit de l'angoisse au quotidien, on essaie de déménager mais on trouve rien. Du coup, je vois bien que moi ça a remué énormément de choses et que je me sens vraiment en danger, en fait. Mmh. Donc je décide de déposer plainte pour le reste des violences, mais directement au procureur, sans passer par la gendarmerie. Mmh. Donc pendant des semaines, j'écris tout ce qu'il m'a fait, je passe des heures et des heures à écrire, à relire et puis à prendre conscience, moi, de ce que j'avais vécu parce que jusque-là, j'avais vraiment pas conscience. Je me rappelais de certains faits. Ah, il s'est passé là, mais un petit peu séparément les uns des autres. Mais Mmh. quand j'ai écrit et que tout était, réuni dans un seul document, pour moi là ça a été hyper violent en fait. Vraiment hyper violent et je pouvais plus rester, sans rien faire. Enfin, il fallait que je fasse quelque chose quoi, donc j'ai déposé plainte au procureur. Donc sur les conseils, d'une amie, je suis allée voir une avocate qui était sur son site, spécialisé dans les violences, conjugales. Donc je prends rendez-vous, puis, en fait, elle lit même pas mon document. Elle, me dit juste qu'il y a prescription sur certaines, dates que je lui donne. Puisqu'au elle selon elle, en fait, le moment où l'enquête va débuter, ça va prendre du temps et que du coup, tous les faits, vont être prescrits au fur et à mesure de l'enquête. Ce qui est faux, hein, puisque Mmh. c'est la date du dépôt de plainte qui compte et pas la date de l'enquête. Donc elle me dit que bon, si je veux, elle peut tenter d'écrire une lettre à mon conjoint pour pas qu'il revienne. Elle me donne le tarif et puis elle me propose pas du tout de m'accompagner et de me soutenir là-dedans. Donc bon, je sors du rendez-vous vraiment, effondrée. Heureusement, j'étais avec cette amie qui m'avait conseillé de contacter une avocate et elle contacte le CIDFF avec qui, je prends rendez-vous du coup. Qui est une association. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Et du coup, là, je suis accompagnée par une juriste et une psychologue, hein, qui est sur place et bon, c'est des personnes qui sont renseignées, qui sont formées et je suis beaucoup mieux accompagnée. Donc elle envoie des mails aux gendarmeries, elle fait les démarches à ma place et ça fonctionne beaucoup mieux que quand c'est moi qui le fais. Mmh. Elle me dit que je vais être, comme j'ai déposé plainte pour des violences sexuelles et physiques, que je vais être, rapidement auditionnée. Donc une demi-journée d'audition à laquelle elle peut m'accompagner. Elle me dit que ça va être difficile, mais qu'elle sera là, que je serai soutenue. Hem, voilà, donc là, je fais le dépôt de plainte, accompagnée par cet asso, début 2022 à peu Mmh. près. Mmh. Je déménage à nouveau, et je redonne, une nouvelle fois donc mon adresse, nulle part, à aucun organisme, rien du tout. Et dans les mois qui suivent, ben, j'ai aucune nouvelle de la plainte. Heu, J'écris au tribunal, je recommence mes démarches, j'écris au tribunal, je vais en gendarmerie. Heu, on me répond, juste pendant des mois et des mois que l'affaire est en cours. Mais, quand je demande: «Est-ce qu'il a été convoqué?» on me dit que non, il est toujours pas convoqué. Donc ça veut dire que au bout, d'1 an et demi de procédure, lui, il est toujours pas au courant que j'ai déposé une première plainte, ni la seconde. Mmh. Au bout de quelques mois, à chaque fois que je vais en gendarmerie et au tribunal, on trouve plus de nom, plus de dossier à mon nom, en fait.
ma plainte est perdue. Mes 2 plaintes sont perdues. Donc je passe peut-être 3-4 mois dépitée et sans plus aucune énergie en fait pour relancer les démarches. Donc j'ai aucune nouvelle et ça se noie un peu tout seul. Mmh. Au bout de donc 1 an après, je contacte toutes les gendarmeries du département et pour savoir où est ma plainte, puisqu'apparemment, le tribunal me dit qu'elle est en enquête. Mais quand je contacte les gendarmeries, ma plainte n'est nulle part. Donc je passe des jours et des jours à réellement me faire envoyer chier par toutes les gendarmeries en me disant que, c'est pas mon rôle, d'enquêter et que si on dit que c'est en enquête, c'est en enquête et il y a rien à faire d'autre quoi, que d'attendre. Au bout de plusieurs semaines, on me dit que ma plainte est en gendarmerie depuis plusieurs mois en enquête et on me donne le nom de la gendarmerie. Donc c'est, une gendarmerie un service qui est dédié aux violences intrafamiliales. Donc on me donne un nom, je réussis à avoir l'enquêteur au téléphone. Donc là, il me dit qu'effectivement, ça fait des mois qu'il l'a sur sa pile, d'affaires et que, du coup, vu que je viens d'appeler, il va la prendre en compte. Donc je suis convoquée une semaine après. Il me demande, donc là ça avance très vite, il me demande les nouvelles preuves parce que mon ex-conjoint continue de m'écrire, de m'appeler, de me contacter par mon adresse mail professionnelle, personnelle, les réseaux sociaux, etc. Donc je lui donne tout ça. Mmh. Donc là je tombe sur un enquêteur qui est formé. Et pendant le rendez-vous, voilà, je me rends compte que quand on est attendu et quand la personne a connaissance du dossier, c'est pas du tout la même prise en charge que ce que j'avais pu avoir, hein. Pourtant, c'était dans la même gendarmerie, mais rien à voir. Mais l'enquêteur formé me dit quand même des phrases comme moi, des fausses victimes, j'en vois tous les jours. Mais là, votre dossier, je vois qu'il est très bien rédigé et qu'il est complet. Donc là, il n'y a aucun problème, vous êtes une vraie victime, quoi. Donc moi, Mmh. je me questionne vraiment sur ce qu'est une vraie victime ou une fausse victime, du coup. Oui, bien sûr. Euh, Voilà, donc je lui dis aussi que je suis assez inquiète parce que je sais que mon ex-conjoint a quand même beaucoup de charisme, il est un charmeur et que ce soit avec un gendarme ou avec son ex-conjointe, il sait y faire quoi. Donc je lui explique ça, il me dit que non, non, lui il se laisse pas prendre au jeu, qu'il a l'habitude et qu'il y a son collègue qui un autre enquêteur qui vient le voir et qui me dit non, non, là on va le mettre en garde à vue dès ce soir et il va avouer, je vous assure qu'il va avouer parce qu'on le lâchera pas quoi. Donc moi, je sors de ce rendez-vous rassurée parce que je me rends compte qu'il va prendre en compte ce qui s'est passé. Mmh. Et en même temps, je me demande ce que c'est un gendarme formé parce que moi, je venais pour une audition comme on m'avait préparé au CDIFF en me disant, ok, je vais parler des violences sexuelles, il faut que je précise, il faut que je dise ce qui s'est passé. Et le gendarme m'a demandé, est-ce que vous avez vécu des violences sexuelles? Je lui ai dit oui, mais en pleurs. Et il m'a répondu, écoutez, moi, si vous pleurez, je suis pas là pour vous faire pleurer, on parle d'autre chose. Je lui ai dit, c'est quand même important que je vous dise ce qui s'est passé parce que sinon ce sera marqué nulle part. Et il m'a dit, non, 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 je suis pas là pour vous faire pleurer. Et c'est même lui, en fait, qui était gêné par mes pleurs. Ça questionne, ouais, quand même. Ouais. C'est pas Mm. normal non plus. On sent que sur le côté violence sexuelle, il y a quelque chose qui se passe. C'est quelque chose qu'on Ouais, on ne veut pas prendre en compte, ce genre de plainte. c'est ça. Hmm. Ouais. Donc cet enquêteur-là me rappelle le lendemain. Il me dit qu'ils sont allés à l'adresse que j'avais donnée. Donc c'était moi, j'avais que l'adresse des parents de mon ex-conjoint. Mhm. Et qu'en fait, il y était pas. Et qu'il n'était pas il était pas là. Donc le procureur a ordonné une mise en garde à vue et une saisie de son téléphone. Mais ils l'ont eu au téléphone, donc ils ont eu mon ex-conjoint au téléphone. Mais il a déménagé. Donc là, on était. Je me rappelle plus en quel mois c'était, mais qu'en gros, mon ex-conjoint doit les rappeler dans quelques mois parce qu'il passera autour de Noël, quoi. Mhm. Voilà. Donc, quelques mois plus tard, mon ex-conjoint ne rappelle pas la gendarmerie, évidemment. Mhm. Donc moi, je rappelle l'enquêteur en demandant, bon, on est à cette date, donc l'enquêteur le rappelle.
Et il me rappelle en me disant bon ben en ce moment finalement il passe pas par là, mais à mon avis on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance parce qu'il revient pas par ici, donc vous êtes en sécurité. Et si jamais vous le voyez autour de chez vous, n'hésitez pas à appeler la gendarmerie, on est déjà au courant et on viendra de suite. Mhm. Il me dit aussi que bah, comme il a déménagé, il peut pas non plus l'obliger à venir à une audition, quoi. Et que lui, il est dessaisi de l'affaire parce que le dossier part dans le département où est mon ex-conjoint. D'accord. Ah oui, c'est un Voilà. micmac quand même un peu. Ah oui, vraiment. Oui. Donc là, moi, j'attends un mois, puis j'appelle la gendarmerie du département toutes les semaines. Toutes les semaines, je les appelle. Donc de janvier à juillet, il n'y a rien. Il n'y a aucun dossier qui arrive dans cette gendarmerie. Euh, En juillet 2023, moi, donc j'étais chez moi, je sors fermer les volets autour de minuit et je vois une personne qui est cachée, accroupie dans le champ de mon jardin. Euh, Quand je m'approche, cette personne part en courant. Donc j'appelle la gendarmerie en leur expliquant la situation, comme l'enquêteur m'avait dit de faire. Et évidemment, la gendarmerie me dit qu'il y a plein d'histoires de tapage nocturne en ce moment et qu'ils sont trop occupés, donc ils vont pas se déplacer. Donc je vais déposer plainte le lendemain, mais bon, il n'y aura aucune suite Oui, bien sur cette sûr. affaire. Mhm. Donc moi, ben, je cherche un logement et puis je redéménage. Donc encore une fois, je donne mon adresse nulle part et je recommence. Je rappelle l'enquêteur qui était formé et il me dit qu'effectivement le dossier leur est revenu parce qu'il avait oublié de joindre un document, mais que là il vient de le renvoyer au département Oui. où est mon ex-conjoint. Donc la gendarmerie du nouveau département n'a rien reçu pendant 4 mois. Donc moi je continue d'appeler régulièrement, de me faire envoyer chier à l'accueil parce que c'est pas à moi de gérer ça. Plusieurs fois on me dit qu'il n'y a aucun dossier à mon nom. Donc j'ai toujours le même enquêteur au téléphone qui est assez désolé de la situation et donc vraiment je bataille et je bataille pour avoir des nouvelles, mais pendant des mois et des mois à nouveau rien du tout quoi. Mhm. Quelques semaines plus tard, on me rappelle, un nouveau gendarme qui me dit qu'il vient de recevoir le dossier et qu'il a lu tout le dossier. Et que là, c'est inadmissible, que c'est absolument pas normal ce qui vient de se passer. Et en fait, il m'explique que cette histoire-là, c'est parce qu'en fait, les 2 plaintes ont été jointes et sous le nom de la première plainte, donc du harcèlement. Et Oui. comme le harcèlement, bah, on s'en fout, c'est clairement ce qu'il m'a dit. Oui. On a tellement de dossiers que le harcèlement, c'est pas ce qui est prioritaire. Bah, ça met très longtemps, quoi. Donc il me rappelle pour me tenir au courant, lui, c'est lui qui me rappelle. Il me dit qu'il a contacté le procureur et qui va arranger la situation. Il s'excuse de tout le temps qui s'est passé. Il dit hein, que c'est des gros problèmes administratifs qui ont eu lieu les uns à la suite des autres. Et quelques jours plus tard, il me dit que mon ex-conjoint sera auditionné et mis en garde à vue le 11 février. Mhm. Donc j'attends. Je rappelle le 12 février et il me dit, donc pour savoir où ça en était, enfin ce qui s'était passé, et il me dit que ben, mon ex-conjoint n'a pas fait son audition parce qu'il a déménagé dans un autre département. Mhm. Oui. Mais là, cette fois, il refuse de me dire où est-ce qu'il a déménagé. Et donc moi, je peux contacter aucune gendarmerie pour savoir. Je continue d'écrire au tribunal toutes les 3-4 semaines, mais j'ai aucune nouvelle. On me dit c'est en cours d'enquête. Je vais en gendarmerie, on me dit que c'est pas normal, on me conseille d'écrire au procureur, donc ce que je fais en août 2023, mais j'ai aucun retour, aucun. Oui. Donc là, ça fait 3 ans à ce moment-là, ça fait 3 ans que j'ai déposé plainte. J'ai appelé 79 fois le tribunal. J'ai envoyé 47 mails aux différentes adresses mail des tribunaux que j'ai eues. Je me suis rendue une dizaine de fois au tribunal et plusieurs dizaines de fois en gendarmerie. J'ai écrit au procureur et je n'ai aucune nouvelle des plaintes. On me recontacte quelques mois après. J'ai écrit au procureur pour me dire que mon ex-conjoint, donc là j'ai écrit au procureur en août 2023. On me contacte en mars 2024
pour me dire qu'il vient de sortir de garde à vue, qu'il a confirmé mes plaintes, donc il a plaidé coupable, et donc on passe en CRPC. C'est le nom qu'on me donne, donc moi je connais pas. Ouais. Donc là, le gendarme me dit juste qu'il a plaidé coupable, mais que quand même, il y a certains faits qui sont difficiles à prouver. Donc moi, j'entends juste, il a plaidé coupable. Donc quelque part, c'est un gros soulagement pour moi. Ok, on va pas devoir se battre parce qu'il a reconnu les faits. Et, et du coup, je regarde un petit peu ce que c'est la CRPC et je me rends compte que, en fait, ça traite pas les violences physiques et sexuelles. Bah non. Et, Non, pas du tout. C'est très étrange, hein. Je suis hyper choquée. Ouais. Ah oui. Que c'est une procédure qui va être très rapide. En 5 minutes, le jugement est fait. Tout à fait. Et donc, je comprends pas. Je prends une avocate à qui j'explique mes craintes pour la CRPC. Donc, elle demande au tribunal la copie du dossier, mais le dossier n'arrive pas. Donc, je vais au tribunal plusieurs fois, je recommence, j'appelle toutes les semaines le tribunal. On finit par me dire que l'enquête n'est pas clôturée en gendarmerie. Et donc, on ne peut pas faire de copie du dossier parce que la copie du dossier peut se faire que quand l'enquête est clôturée, en fait. Donc, j'y retourne un mois plus tard, puis encore un mois plus tard. Et en fait, on reçoit le dossier qu'un mois avant le procès en CRPC. Donc là, mon avocate me dit qu'effectivement, on passera en CRPC parce que la seule chose qui est retenue, c'est les appels téléphoniques malveillants. Et que maintenant, on ne peut plus rien faire parce qu'on est à un mois de la date et qu'elle ne peut plus rien faire, quoi. Wow. Donc, elle me donne les auditions. Donc, je lis les auditions de mon ex-conjoint et je vois que lui-même avoue des violences physiques. Il avoue aucune violence sexuelle. Il dit qu'effectivement, j'ai pu lui dire que je voulais pas avoir de relation, mais que toutes nos relations étaient consenties. Alors, il se contredit. Il dit lui-même qu'effectivement, il a été violent physiquement et verbalement avec moi. Je lis aussi dans son audition que le gendarme lui demande comment est-ce qu'il a retrouvé mon adresse. Est-ce que c'était par le biais de mes factures sur Internet ou je ne sais quoi? Donc il dit non, j'ai placé un traceur sous le camion de son déménagement. Donc en fait, il a su pendant plus d'1 an où j'habitais sans me le faire savoir. Et il dit même dans l'audition que non, c'est pas du tout symbolique, que c'était un cadeau pour ma fille, mais que il avait quand même envie que je sois au courant, qu'il était au courant. Donc il le dit lui-même. Il avoue ça, et pourtant les plaintes ont été classées sans suite, et même le harcèlement n'est pas retenu, quoi. Voilà, donc seuls les appels téléphoniques malveillants sont retenus. Le procès a eu lieu, donc moi ça faisait 5 ans que je ne l'avais pas vu. C'était très compliqué. Heureusement, ce qui n'était pas le cas au début des plaintes, mais je me suis beaucoup entourée, et on y est allé à 9. On était 9. J'avais 8 amis qui étaient avec moi. Et je crois que si j'avais pas senti cette sororité autour de moi, j'aurais été incapable de rentrer dans le tribunal. Vraiment, c'était compliqué. C'était vraiment très, très compliqué. Et puis même, tu vois, au tribunal, donc à l'entrée, c'était impensable pour moi. Ça fait des années que je regarde toutes les voitures que je croise, que j'ai peur en sortant de chez moi, que je me demande quand est-ce qu'il va retrouver l'adresse, s'il la cherche, est-ce que quand je vais aller dans ce magasin, il va être là? Et là, je vais dans un lieu où je sais qu'il y est, quoi. Et il est là. Donc, à l'accueil, j'ai demandé est-ce qu'il y avait la possibilité de ne pas le croiser, parce que je ne me voyais pas attendre dans la même salle d'attente que lui, c'était pas possible. Donc, on m'a conseillé d'attendre à un endroit. Puis mon avocate est arrivée, m'a dit qu'il fallait qu'on aille dans la salle. Et évidemment, je l'ai croisé. Il était en train d'attendre au milieu du trajet. Et donc, on m'a fait rentrer dans la salle. Lui n'avait étonnamment, lui, il n'avait pas pris d'avocat.
il avait pris aucun avocat, sachant que c'est quelqu'un qui est quand même assez bourgeois. Mhm. Je veux dire, il a les moyens de se payer un avocat. Donc, soit il s'est dit, ben, je risque rien, soit il avait des contacts, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, il n'avait pas pris d'avocat. Donc, il a eu une avocate commis d'office. Mhm. Mais on a dû attendre 3 heures. Donc, pendant 3 heures, moi, j'étais à l'intérieur de la salle du tribunal. Et lui était à l'entrée de la porte et il regardait. Il me regardait, il regardait avec qui j'étais. Au final, ben, il est passé donc devant le juge. Il a eu une amende de 450 € et il a dû rembourser 400 € de frais d'avocat Ouais. qui me concernaient moi. Tout à fait. Et il a dû me payer 800 € de dommages et intérêts sur les 3500 qui étaient demandés. Voilà, donc il a, pour moi, comment dire, c'est vraiment inadmissible. J'aurais préféré qu'il ait une très grosse amende, en fait. Moi, ce qui me verse, ça m'importe vraiment peu. C'est pas comme ça qu'il va réparer ce qu'il a fait et il a même pas conscience de ce qu'il a fait. Donc, Non. c'est pas ce que je voulais, mais j'aurais aimé qu'il ait quelque chose de plus marqué, qu'il ait que la justice, ne serait-ce qu'un rappel à la loi, tu vois, quelque chose où on lui dise, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça. Oui. Vous avez eu un comportement illégal, vous n'avez pas le droit d'avoir ce comportement-là avec une femme, quoi. Et il Au n'a pas moins, pris de sursis en plus. non, il n'a pas pris de sursis, il n'a rien pris du tout. Il n'a Ouais. rien pris du tout. On lui a demandé, est-ce que vous reconnaissez les faits? Il a dit, oui, je reconnais les faits, mais les faits d'appel téléphonique malveillant. Oui. Mais pourtant, mon avocate a rappelé les faits qui ont eu lieu pendant tout le long de notre relation. Elle a précisé que ça avait été classé sans suite, mais que c'était... en fait, tout ce classement sans suite et tout ce qui s'est passé après, c'est en raison de la première plainte qui n'a pas été prise, quoi. Mais ça n'a rien changé du tout. Ce qui, moi, est assez soutenant, c'est qu'il ait été à la barre et qu'il est reconnu coupable. Au moins, je l'ai entendu le dire, le prononcer. Et oui, je reconnais être coupable, mais pour moi, la justice fait pas son travail, quoi. Et est-ce que pour les classements sans suite, tout ça, est-ce que tu peux faire appel? Je pourrais, mais moi, ça fait 3 ans que je me bats au moins pour qu'il ait un rappel à la loi. Mais non, j'arrête là. J'arrête là. Non, mon avocate m'a dit qu'effectivement, lui avait énormément minimisé les faits pendant son audition, et que la justice venait de faire pareil, quoi. Oui, c'est ça la réalité aujourd'hui, ouais. C'est ça la réalité, ouais. C'est agir en toute impunité, quoi. Ouais. C'est ça. C'est ça. Faut aussi peser le pour et le contre, c'est dire oui, il mérite une condamnation pour tout le mal qu'il m'a fait, une condamnation aussi, enfin peut-être pour qu'il fasse plus jamais ça à d'autres. Mais en même temps, est-ce que toi, ça te permet d'avancer que de te battre comme ça, t'user la santé aussi, je suppose, et même au niveau financier, enfin, est-ce que ça vaut la peine en fait? Parce que finalement, on se dit, mais de toute façon, ils agissent en toute impunité. Oui, c'est ça. Bon, bah, il a pris 450 € d'amende. C'est rien. Et en même temps, ce que je voulais, c'est qu'il soit reconnu coupable, et ça a eu lieu. Oui, Donc, reconnu coupable de quelque chose au moins. Et ça peut t'aider à avancer aussi, parce qu'il y a eu ce mot qui est posé à un moment donné. C'est ça, et qui est posé que... Alors ma fille n'est pas venue, elle pouvait pas envisager de le voir, mais moi j'ai pu lui dire, il a reconnu sa culpabilité, et la justice aussi, même si il a pas pris grand-chose, c'est reconnu. Oui. Et ça, c'est parce qu'il y a ce qu'on a vécu, mais il y a ce qu'on vit depuis ces années où on a déposé plainte, et c'est ça qui est inadmissible. Mais complètement. Et en fait, je veux dire, tu as un courage, une force, une détermination. On se dit, mais tu as ton boulot en parallèle, tu dois élever ta fille. Et en fait, tu prends pas d'avocate, quoi. Je veux dire, c'est toi qui vas un peu sur le front, sans avocat, toujours pour contacter les gendarmes, les relancer. C'est toi toute seule, quoi.
j'ai du regret par rapport à ça parce que financièrement, je pouvais pas. Ouais. Moi, j'étais en train de finir une thèse, j'avais pas un salaire mirobolant, je pouvais pas me permettre de prendre une avocate pour qu'elle fasse toutes ces démarches. Oui. Mais j'ai vu des affaires où j'ai des amis qui étaient extrêmement soutenus par leur avocate, et ça change tout, quoi. Oui. Ça change tout. Mais bien Il sûr. n'y a pas de plainte perdue, il n'y a pas de choses qui prennent des mois comme ça. Là, c'est parce que j'ai dû gérer ça toute seule, et même si le CIDFF est très soutenant et envoie des mails et passe des appels, mais c'est pas un soutien comme une avocate, quoi. Oui. Une avocate, elle lâchera pas. Oui. Et ça, si j'avais pu financièrement mettre plus d'argent, je l'aurais fait. Pour moi, moins m'épuiser, quoi. Qu'on soit riche ou pauvre, on n'est pas traité pareil, ça c'est clair. Et aussi, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est le niveau d'instruction, quoi. C'est que les gendarmes, enfin, j'ai été très peu prise en compte, mais les gendarmes qui m'ont prise en compte m'ont dit vous êtes une vraie victime parce que votre dossier est complet et est bien écrit. Je vois des dizaines de fausses victimes passer avec des dossiers qui sont mal écrits. Donc, si on écrit mal et si on n'a pas les compétences rédactionnelles pour écrire un dossier complet, ça veut dire qu'on n'est pas pris en compte. Et si on n'a pas les ressources de l'environnement, enfin de l'entourage, parce que moi j'ai été accompagnée par des amis qui m'ont sauvée dans cette affaire, vraiment. Elles ont écrit, elles ont relu, elles m'ont corrigée, elles m'ont vraiment aidée. Ça veut dire qu'une personne qui vit ces choses-là seule ou très peu accompagnée n'aura pas les mêmes chances, et déjà j'en ai pas eu beaucoup. La discrimination sociale est énorme, quoi. Est énorme. Puis ce qui est complètement fou, c'est que quand la justice parle d'enquête, en fait, moi, je donne les faits que j'ai vécus dans ma plainte. Ensuite, on le questionne sur ça. Lui donne sa version des faits. Et ça s'arrête là. L'enquête, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que si lui, quand moi j'ai dit, en fait, il m'a forcé à avoir ce rapport, si lui dit, ah non, non, ça c'était consenti, ça s'arrête là. Ouais. Et donc, c'est classé sans suite parce qu'il n'avoue pas les faits. Et ça, c'est pas une enquête. J'ai donné ma version des faits, il a donné la sienne. Ça ne devrait pas s'arrêter là. À partir de là, s'il n'est pas d'accord avec ce que ma version des faits, il devrait y avoir une enquête qui devrait être mise en place. Et c'est pas le cas. Enfin, moi, j'écoute ton histoire et je me dis, mais punaise, on se dit, mais tout ça pour ça, quoi, en fait. Ouais. Mais il y a au moins le mot coupable. Et c'est vrai que c'est une forme de libération. Ça. Et finalement, là, aujourd'hui, après autant d'années de procédures, de rappeler les faits, de répéter, de me battre pour avoir des nouvelles, etc., bon, tu sors de là épuisé. Mais en même temps, comment dire, c'est tout un chemin que moi, j'ai traversé, et c'est pas le cas de nombreuses victimes, hein, parce que si tu n'appelles pas, énormément de plaintes partent aux oubliettes. Oui, déjà. oui. Et t'as pas forcément la force de le faire, et comment dire, moi il m'a fallu tout ce chemin pour aujourd'hui me dire ok, c'est pas suffisant pour obtenir réparation, mais la réparation je l'obtiens par moi-même. Oui. Même si c'est pas la justice qui me donnera la réparation. Oui, c'est tes propres chaînes que tu enlèves. C'est mes propres chaînes, et je me suis rendu compte le jour du tribunal, qui sont clairement pas enlevées, hein, mais en tout cas je me suis construit un environnement qui est différent de celui que j'avais il y a 3 ans. Ma famille me soutient aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas quand j'ai déposé plainte. Il y a la lecture aussi des plaintes. Des membres de ma famille ont lu le document et se sont rendus compte, ah ouais, effectivement, c'est pas rien ce qui se passe, et le fait d'avoir tout sous les yeux, même si elles étaient au courant de ce qui se passait pour moi, mais ça m'a aidé finalement à être soutenue, et à construire un environnement qui aujourd'hui me soutient. Et c'est ça qui fait toute ma force aujourd'hui, vraiment, c'est mon entourage. Maintenant que c'est terminé, si j'avais quelque chose à dire sur tout ça, c'est vraiment de chercher du soutien, de mettre l'énergie que moi j'ai mise dans les appels à la gendarmerie, etc., dans la recherche de soutien et d'environnement. Que ce soit par des assos
féministe, qu'elle soit spécialisée dans les violences intrafamiliales, qu'elle soit parfois au niveau de l'école de ses enfants, mais chercher du soutien. Et quand les gens nous soutiennent pas, de pas perdre d'énergie à leur expliquer les choses, parce que ça c'est pas utile, quoi. C'est pas utile. Il y a un moment donné, on a envie de lâcher l'affaire. Je lâche l'affaire, en fait. Oui. Je lâche l'affaire parce que je me rends bien compte que j'ai été expertisée psychologiquement il y a quelques semaines par rapport à l'enquête. Et la psychologue m'a dit quelque chose qui m'a assez marqué. Elle m'a dit n'attendez pas trop de la justice. Et en fait, sur le coup, ça m'a un peu remué. Je me suis dit, ben si, en fait, c'est normal que j'attende beaucoup de la justice parce que la justice est là pour marquer la légalité quand même. Et comme c'est illégal, je dois compter sur la justice. Et après le tribunal, je me dis, ah ouais, en fait, c'est vrai. C'est vrai. Faut pas trop attendre de la justice parce que c'est pas ça qui donne réparation. Parce qu'on est dans une justice patriarcale qui même c'est lui qui était à la barre, quelque part, il a eu la place pour dire pour dire tout ce qu'il avait à dire et on l'a entendu. Il a eu des heures pour parler du fait qu'il ne s'était pas rendu compte que j'étais instable psychologiquement, que je faisais des crises, il a fait passer ses plaintes comme des crises que je faisais, comme si il n'a pas utilisé le mot hystérique, mais c'était sous-entendu, quoi. C'était vraiment ça. Oui. Oh ben, elle est en train de me faire une crise, quoi. Et c'est lui qui a eu le dernier mot, quelque part. C'est vrai que c'est terrible de se dire qu'en plus, les tribunaux doivent quand même voir défiler, même si toutes les histoires sont pas les mêmes, mais enfin, je veux dire, c'est quand même toujours la femme qui passe pour folle, leur pseudo aussi menace au suicide, les harcèlements par message. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où on se dit, mais attendez, vous voyez quand même qu'on a toujours les mêmes mécanismes, en fait. Oui, c'est ça, tu parles de mécanisme, mais en fait, ce qui est problématique, là, c'est que lui, là, il a été jugé en tant qu'individu qui n'a pas respecté la légalité et donc il est mis devant le juge. Mais en réalité, quelque part, et c'est ça qui me soutient moi, c'est que oui, il a commis des choses sur ma personne et sur ma fille, et donc il est mis au tribunal. Mais moi, quelque part, ce que je critique là, en tout cas aujourd'hui dans ce podcast, c'est, en fait, moi, ce que je viens juger, c'est l'être social. C'est toi en tant qu'homme, tu as continué d'utiliser ce pouvoir-là sur ma fille et sur moi. Parce que tu es un homme, et finalement le juge était un homme, les enquêteurs étaient des hommes, et c'est ce qui s'est passé. Tout s'est perpétué comme dans une société complètement patriarcale, quoi. Oui, tout à fait, et où on a du mal à faire comprendre le contrôle coercitif. Oui, oui, oui. Et là ça fait quand même 3 ans que j'ai pas de nouvelles, et finalement le jour du tribunal, on était beaucoup dans la salle, mais c'est ce qu'il a continué de faire. Il me regardait, moi je n'ai jamais croisé son regard, mais il me regardait moi, et je sentais vraiment cette emprise qui était toujours présente. Il était à l'entrée, c'est-à-dire qu'à aucun moment je ne pouvais sortir ou m'échapper de cette salle. Pour moi, c'était trop d'être là. Je veux dire, il était seul, il n'était pas accompagné, même pas d'une avocate. On était 9, on était vraiment en force au niveau du nombre, et il a continué de m'observer juste moi, quoi. Bien sûr, ils continuent à agir en toute puissance. C'est ça. Parce qu'on est dans leur tête, leur chose. Ouais. Et ça, on ne doit plus l'accepter. Mais c'est vrai que c'est compliqué de les revoir. En vrai, il ne faudrait pas les revoir, en fait. C'est ça. Ouais. J'y suis allée parce que je voulais clôturer vraiment ça, et je voulais, moi, le voir être à la barre et annoncer sa culpabilité, vraiment. Mais quand mon avocate m'a dit qu'il fallait que je m'avance pour aller à côté d'elle, et j'étais terrorisée, en fait. Et elle me disait, mais non, mais vous inquiétez pas, il va rien vous faire. Mais je le sais bien qu'il va rien me faire. Mais moi, j'étais terrorisée qu'il soit là, que je sois dans la même pièce. Et en plus, il se retournait pour voir si j'allais m'avancer. Quand elle m'a annoncé, il s'est retourné, il m'a regardé. Et enfin, il a continué, alors qu'il était dans une position de faiblesse importante. Mais il a continué d'utiliser ce pouvoir-là, vraiment.
malheureusement caractéristique de ce genre de personnage. Oui. Et au moins, c'est fait et tu peux écrire un nouveau chapitre. Oui. Se Ouais, ouais. dire, c'est pas qu'on tourne la page, j'aime pas forcément cette expression, mais on continue plutôt à écrire le livre. Ouais, et puis avec des... Ouais, mon entourage me dit beaucoup, ça y est, tu vas pouvoir tourner la page. Et ça, j'y croyais quelque part avant le jour de l'audience. Aujourd'hui, non, je tourne pas la page du tout. Non, Je continue à vivre avec ça, oui, avec ce poids-là, parce que c'est clairement un poids. Par contre, et c'est ça, je pouvais pas l'entendre il y a quelques mois encore, hein, mais là, j'en fais autre chose. Et maintenant, finalement, je suis vraiment bien entourée. Et c'est ça qui va m'aider. C'est ça qui m'aide au quotidien. bien sûr. Et moi, j'ai pris une force. Et vraiment, maintenant, je suis capable de dire ce que je veux et ce que je veux plus. Mm. Et c'est pas moi qui l'ai laissé s'installer, évidemment, mais il y a des signes que aujourd'hui je repérerai beaucoup plus facilement et que je tolérerai pas. Bien Et sûr. mon entourage est beaucoup plus sain, du coup. Et tu as peut-être aussi travaillé sur tes propres failles. Oui. Donc, Moi, quand j'étais avec lui, je m'imaginais à aucun moment vivre sans lui. On était très indépendants dans notre quotidien, mais moi, j'étais tellement amoureuse, bien sûr, mais je sais pas si j'appellerais ça encore de l'amour, mais en tout cas, j'avais l'impression d'être tellement amoureuse que, que j'aurais tout fait pour pas qu'il me quitte. bien Et sûr, donc, j'acceptais des choses juste pour pas qu'il me quitte, c'est ça. parce que je voulais absolument rester avec lui et pendant des années. Et aujourd'hui, ça, je l'accepterai plus. Et j'accepterai plus d'aimer plus l'autre que moi-même. C'est ça, Mm. exactement. Il y a de ça aussi, ouais, effectivement. Ouais, Et ça, c'est des cheminements qui prennent du temps. ouais. C'est aussi se dire d'accepter de regarder ses vérités aussi. Sévérité en étant hyper alerte C'est ça, sur ce que la société dans laquelle on vit fait de nos propres vérités. Parce que, c'est comment ça. dire, en considérant que peut-être que j'ai des failles qui font que les choses se répètent, mais le sujet est pas là. Si l'autre est violent, si l'autre est dénigrant, si la responsabilité est sur lui, et peut-être que je peux faire quelque chose pour moi, pour me sentir mieux, mais en considérant que le problème c'est l'autre quand même. Tout à fait. C'est Mm. hyper important de le dire et c'est pour ça aussi que j'essaie de véhiculer ce message de dire Mm. il y a un moment donné, on se barre. Voilà, c'est Ouais, ça. On se lève et on se barre. On arrête ça. ouais. On mérite mieux que ça. Et si on peut pas, c'est aussi ok quoi, parce que Exactement. ça prend tellement de temps. Et enfin, moi, j'accompagne des amis à moi qui sont encore dans ces situations-là. Bien sûr. Et ok, si tu veux partir, je serai là et je t'accompagnerai là-dedans si tu en as le besoin. Exactement. Mais si tu pars pas cette fois-là, peut-être que ce sera la prochaine et c'est aussi ok, quoi. C'est Parce exactement ça. que, C'est ce que j'ai dit dans pas mal ouais, d'épisodes. Il y a un temps pour tout. Des fois, on a besoin d'y revenir. ouais, Parce qu'on a besoin de cheminer, on a besoin de comprendre, on a besoin de voir. Et donc, ouais, on y retourne. On y ouais, retourne. Ça, c'est d'une logique implacable. De toute façon, ils usent du hoovering. Donc, ils nous usent aussi psychologiquement. ouais, Et donc, mais ce n'est pas de notre faute. Il y a l'emprise et le contrôle coercitif mm, qui font que on y retourne. ouais, Mais il y a un temps pour tout. Et un jour, on se barre. ouais, Ça prend le temps qu'il faut, mais un jour, il faut partir. ouais, Mais on sait qu'on risque notre peau en partant. Ça, c'est une réalité ouais, aussi. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça prend du temps. Et ouais, c'est pour ça qu'on reste. On reste aussi parce qu'il y a cette forme de lien aussi, de promesse au destin qui est mm, c'est assez frappant. On se dit, mais je saurais, je suis liée à lui pour la vie, peu mm, importe ce qui se passe en fait. Et ça, c'est ouais, tout je dirais des choses ancrées à mm, déconstruire, mais ça prend un temps fou, c'est un travail sur soi. Donc oui, on peut pas forcément partir tout de suite, et ça, c'est important de mm, rappeler que tout le monde n'est pas capable et qu'on y retourne, on y ouais, retourne, et et que parfois c'est important d'y retourner parce que ça permet de partir définitivement par la suite. ouais. J'ai vraiment ressenti ça et j'ai vu ça aussi sur plusieurs Mhm. personnes de mon environnement, c'est que comme la personne nous épuise, on n'a pas forcément les ressources en nous pour pouvoir partir, ni les ressources Et c'est financières la exactement plupart ça, du ouais, temps. tout à Et du fait. coup, par contre, quand c'est le moment, et il suffit pas d'attendre que ce soit le moment, évidemment, il y a Mhm. souvent des allers-retours, mais
quand c'est le moment. Moi, je sais que la première année où on était séparés, j'ai essayé de revenir plusieurs fois. Je suis même revenue une fois pendant une semaine parce que c'était vraiment mon pilier et je voulais faire ma vie avec lui. J'ai vraiment essayé, mais en fait, je pouvais pas. Je pouvais pas rester là. Et quand j'étais dans notre maison, eh ben, je pouvais pas rester. Et quand j'ai essayé de redormir avec lui, j'étais incapable de rester la nuit avec lui. J'allais dormir à côté ou par terre. Je pouvais pas rester avec lui. J'étais en telle insécurité à l'intérieur que même mon corps ne pouvait pas rester là. Et, et, et petit à petit, j'ai compris que ben, même si psychologiquement je le veux, ben, c'est pas moi qui le veux. Moi, il faut que je parte parce que je dois être en sécurité. Et quand j'ai eu assez de sécurité financière, matérielle, et ben j'ai pu tout couper. Parce que c'est quand on coupe tout qu'on est en danger. C'est quand on se sépare, on est en danger à la maison quand on est avec des hommes violents. Hein, mais moi, le danger pour ma vie, je savais que c'était quand j'allais le quitter. Si je peux rajouter quelque chose, c'est le fait que l'entourage et les associations et collectifs dans lesquels on va s'orienter vont vraiment nous donner du pouvoir d'agir. Et je crois que s'il y a une chose sur laquelle moi j'ai envie d'appuyer, c'est sur le pouvoir d'agir. C'est que c'est le fait d'être actrice de sa propre vie et de décider par soi-même nous donne un pouvoir énorme, bien plus important que le pouvoir que l'homme peut avoir ou que l'être violent peut avoir. Comme mot de la fin, je dirais que quand on cherche à se faire aider, à se soigner, c'est aussi ce que va regarder la justice. Est-ce qu'on est allé voir une psy, un psy? Est-ce qu'on a cherché à se faire aider? Pour moi, ça vient vachement individualiser le problème. Et le problème, en tant que victime, est énormément reporté sur nous. Alors que selon moi, le problème est sociétal. Et utiliser des techniques de MDR, de méditation, de thérapie, quelle qu'elle soit, ça vient reporter le problème sur la victime, comme si c'était elle qui avait à se soigner. Alors que, à mon sens, le problème vient de l'extérieur. Et c'est important de se faire accompagner et d'être soutenu, mais tout en gardant la conscience que le problème vient de l'extérieur et vient d'une société entière qui nous renverra sans cesse ces violences systémiques. On se barre. On se barre. On se barre.